Bonjour. Alors pour parler d'un sujet, on peut bien le connaître, mieux, on peut être un expert, et peut-être mieux encore, on peut le surplomber. Il me semble qu'on peut également parler d'un sujet lorsqu'on a risqué d'être disqualifié, voire interdit même un jour d'y avoir accès. Alors, je ne devrais pas me trouver ici, et encore moins pour parler éducation ou lieu d'enseignement. Si on remonte quelques années en arrière, il ne s'agit pas d'être fier de ses origines, ou alors il faudrait pouvoir accepter, éventuellement parfois d'en avoir honte, et nous ne sommes pas nécessairement prêts à le faire. Je vais partir juste quelques instants de mon grand-père. Mon grand-père était ce qu'on appelait OS, ouvrier spécialisé, et pour tout dire, spécialisé de rien. Il travaillait à la chaîne, et toute la sainte journée, il prenait des tôles d'aluminium, il les passait sous d'immenses presses de plusieurs tonnes qui s'abattaient dans un bruit tout à fait fracassant. Les conditions de travail étaient extrêmement difficiles, comme elles étaient très difficiles dans beaucoup d'usines de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Et puis un jour, son fils, qui allait devenir mon père, il avait 7 ans, et il est venu chercher son père à l'usine. Et il a été horrifié du bruit, de l'odeur, des cris parfois. Et il s'est juré qu'il ne suivrait pas ce chemin, et il a compris tout de suite que s'il y avait une porte de sortie, alors c'était justement par l'éducation, c'était par les études. Seulement voilà, lorsqu'on est fils d'ouvrier, on n'est pas nécessairement non plus beaucoup aidé à la maison. Et malgré les efforts de l'instituteur, malgré les efforts de professeurs pour le pousser, eh bien, s'il est arrivé jusqu'au baccalauréat, il a échoué. Et ce jour-là, mon grand-père lui a dit « Maintenant, tu vas à l'usine ». Impératif, Kant aurait dit catégorique, extrêmement violent, et qui pourtant, très certainement, recelait beaucoup d'amour. Si je tiens aujourd'hui l'éducation comme ce qu'il y a de plus haut, c'est parce qu'au sens littéral du terme, celle-ci m'a donné cette vie. Si je tiens l'éducation, les lieux d'enseignement, pour ce qu'il y a de plus haut, c'est que je suis intimement convaincu que ce sont les fondements sur lesquels demain pourra s'ériger une nouvelle ville. Seulement, les choses ne sont pas aussi simples. Il y a des enjeux de sécurité. Il faut relever un certain nombre de crises. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle notre fantasme de toute puissance. Les enjeux de sécurité, c'est la sécurité sur le chemin de l'école, que ce soit dans les transports, mais également dans son quartier. Ne pas être fustigé, montré du doigt, parce qu'on suit une autre route, un autre chemin que la loi même de la cité. Il y a des crises. L'école n'est pas si ouverte que cela. Les chances de réussite des différents élèves ne sont pas aussi évidentes. Et malgré tous les discours, tous les process pour mettre en place une véritable méritocratie, un ascenseur, à tout le moins un escalier social, on voit bien que ce n'est pas aussi simple que cela. La deuxième crise, c'est la mission même de l'école qui a profondément changé. Si hier, on devait former des étudiants qui auraient à résoudre des problèmes qu'on pouvait anticiper sous un mode finalement stimulus-réponse, aujourd'hui, on doit former des étudiants qui auront à travailler dans un monde complexe, hyper informatisé, un monde dont on ne sait rien, nous, puisque c'est un monde qu'ils vont contribuer à inventer demain. Et puis la troisième crise, c'est le métier même d'enseignant. C'est Michel Serres qui dit « Prenez un enseignant en sciences, il y a 20 ans. Eh bien, 80% de ce que cet enseignant avait lui-même appris sur les bancs de l'école, il pouvait le retransmettre à ses étudiants. Aujourd'hui, vous prenez le même professeur de sciences. Eh bien, 80% de ce qu'il a appris,
Le jour où lui-même arrive devant de nouveaux élèves, c'est déjà obsolète. Plus les 20% qui restent, mais l'étudiant n'a pas besoin du professeur aujourd'hui pour acquérir cette connaissance. Et puis il y a le fantasme de toute puissance. Fantasme de toute puissance dont l'humanité déjà aurait dû être bien aguerrie. On a cru qu'on était le centre du monde, et puis voilà Copernic qui propose l'héliocentrisme et non plus le géocentrisme. On a pensé qu'on venait d'une entité divine, ex nihilo, et puis voilà Darwin. Et puis même Freud, qui nous dit finalement l'homme n'est pas maître dans sa propre demeure. Troisième blessure narcissique de l'humanité. Il y a l'inconscient, et celui-ci peut fulgurer sous forme de lapsus, sous forme d'acte manqué. Et puis, il y a un quatrième fantasme de toute puissance qu'on a déjà exploré à la fin du XIXe siècle. Et justement, c'était les techniques, c'était les technologies dont on pensait que celles-ci parviendraient à résoudre tous les problèmes. C'est Mark Twain qui disait avec beaucoup de justesse, qui voyait la fin du XIXe siècle comme une espèce d'âge d'or. Et puis Julien Green, un écrivain, a dit tout ça, ça s'est écroulé. Les technologies, c'est intéressant, mais ça ne peut pas tout. Et il y a deux grands mouvements. C'est le tremblement de terre de Messine, plus de 100 000 morts, et puis la nuit du 15 avril 1912, c'est le Titanic, qu'on pensait pourtant effectivement insubmersible, bardé des nouvelles techniques, bardé des dernières technologies. On doit se défier de cette toute-puissance. S'il n'y a pas de vérité, ça c'était la question des Grecs, à quelles conditions la vérité est-elle possible? C'est Socrate. On sait que les choses ne sont pas aussi simples, soyons plus modestes. Le premier degré de modestie, il arrive au XVIIIe siècle des Lumières, c'est Kant, qui substitue notre question, c'est non plus à quelles conditions la vérité est-elle possible, mais à quelles conditions la connaissance est-elle possible. Et puis, tout récemment, XXe siècle, c'est Karl Popper qui reprend la question de Kant et qui dit « Oh, même ça, c'est bien trop ambitieux. Prenons une autre question plus simple. À quelle question le progrès est-elle possible ?» Et c'est bien dans ce progrès qu'on va s'inscrire. Alors, qu'est-ce qu'on peut ambitionner comme progrès pour l'éducation, pour les lieux d'enseignement, et puis qu'est-ce qu'on peut ambitionner pour la ville de demain? Pour l'éducation, pour les lieux d'enseignement, il me semble qu'on peut ambitionner une ouverture de ces mêmes lieux d'enseignement. Une ouverture sur une autre classe formidable, qui est la classe de la ville. Les apprentissages peuvent se faire dans l'école, mais il y a aussi les apprentissages en dehors de l'école. La deuxième ambition forte, c'est de retrouver de l'enthousiasme. L'éducation, l'enseignement, c'est quelque chose qui a à voir avec de la joie. Retrouvons la joie des premiers lieux d'enseignement, l'académie, le lycée d'Aristote, le jardin d'Épicure, et puis les universités, les premières en Angleterre, et puis celles qui ont suivi en France, et le siècle des Lumières, formidable, où effectivement non seulement il y avait les lieux d'enseignement, mais il y avait aussi tout l'essor, tout le bouillonnement culturel, dont l'acte maîtresse certainement, c'est peut-être la flûte enchantée de Mozart, qui raconte très bien cette accession et cette joie qu'on a lorsqu'on apprend, lorsque finalement on augmente un petit peu sa musculature, non seulement intellectuelle, mais également culturelle. Pour la ville de demain, que peut-on ambitionner? Il me semble que ce qu'on peut ambitionner de plus haut, c'est faire en sorte que rien de grave n'arrive. Faire en sorte que le monde ne se défasse pas. Ainsi peut-être réussirons-nous à maintenir la consistance de notre tapisserie commune. La ville de demain, elle sera humaine ou elle ne sera pas. Et il appartient aux lieux d'éducation, aux lieux d'enseignement, aux hommes et aux femmes qui y œuvrent, de transmettre, au-delà même de leur connaissance, quelque chose qui a à voir avec l'amour. Seul l'amour demain pourra permettre de s'assurer que l'homme sera bien au cœur de nos préoccupations. Oh, je sais, un amour maladroit, imparfait sans doute, pas toujours nommé, mais un amour incroyablement vivant, comme celui que portait déjà, dans sa maladresse complexée, de ne pas appartenir à la bonne classe, mon grand-père. Je vous remercie.